Eh bien, mon général, bonjour. Merci d'accepter cet entretien pour la radio Les Bonnes Ondes. Donc, vous êtes le général de corps d'armée Christophe Abad. Vous êtes le commandant de la zone de l'armée de terre en Île-de-France. Et depuis le 31 janvier 2020, vous êtes gouverneur militaire de Paris. Comme on dit GMP dans le jargon militaire. Donc, pour commencer, gouverneur militaire de Paris, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pourriez nous définir votre mission, ses grands axes, et si possible en rentrant un petit peu dans le détail? Bonjour, je voudrais juste préciser que ma prise de fonction date du 31 juillet 2020, donc il y a maintenant un peu plus d'un an. La fonction de gouverneur militaire de Paris est une fonction qui couvre un spectre extrêmement large de responsabilités, des responsabilités qui s'exercent exclusivement dans la zone de l'Île-de-France. Donc c'est les 8 départements, la région, et qui se conjugue avec la région administrative d'Île-de-France, 8 départements. La première responsabilité, c'est la responsabilité historique, c'est une responsabilité opérationnelle, c'est la responsabilité de la défense militaire, historiquement de la place de Paris, et aujourd'hui de Paris et de l'Île-de-France, en liaison bien sûr avec les forces de sécurité intérieure, dont je dépends, donc la préfecture de police de Paris, et concrètement c'est le commandement de toutes les opérations militaires qui se déroule en Île-de-France et sur Paris. La plus connue actuellement, c'est l'opération Sentinelle, qui a été déclenchée par le président de la République à l'issue des attentats de janvier 2015 et qui donc dure depuis maintenant 6 ans. Donc cette opération, elle est conduite sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais je commande sa déclinaison en Île-de-France. La deuxième mission, c'est une mission qui consiste à appuyer l'ensemble des ressortissants du ministère des Armées, civils et militaires, qui sont un peu plus de 50 000 à travailler en Île-de-France, et de faire en sorte qu'ils puissent avoir les conditions requises de fonctionnement dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire avoir des bâtiments qui fonctionnent, des moyens informatiques, des moyens logistiques. Et donc moi je contribue avec mes équipes au bon fonctionnement, ce qu'on appelle l'appui au fonctionnement de l'ensemble de ces unités. Une troisième grande mission consiste à diffuser l'esprit de défense et conduire des actions de rayonnement en Île-de-France. L'action de rayonnement la plus connue, elle est récente, c'est bien sûr le défilé militaire du 14 juillet, mais je suis responsable avec mes équipes de l'organisation de l'ensemble des grandes cérémonies militaires de la place parisienne, dont la singularité est que pour l'essentiel, elles sont présidées par le chef de l'État, chef des armées, ce qui leur donne un tour particulier, notamment une très forte volet médiatique extrêmement fort. Le 14 juillet, bien sûr, parce que ça parle à tout le monde, mais toutes les cérémonies traditionnelles, le 18 juin, commémoration, les commémorations traditionnelles du 11 novembre et du 8 mai, etc. Il y a des cérémonies. Hier, nous étions le 25 août, commémoration du 77e anniversaire de la libération de Paris. Donc j'étais présent sur le parvis de l'hôtel de ville, en présence des plus hautes autorités de la place. Une autre mission, la quatrième, consiste à conduire des actions d'accompagnement des blessés et des familles endeuillées. Je suis responsable de ce qu'on appelle les plans hommages, c'est-à-dire que quand on a des soldats qui meurent en opération et qui meurent, l'appellation c'est mort pour la France, eh bien nous conduisons des hommages nationaux. Vous avez peut-être vu le passage sur le pont Alexandre III du cortège funèbre, et nous accompagnons les familles de décédés et nous procédons aux cérémonies d'hommage dont souvent elles se déroulent au sein des Invalides, dans la cour d'honneur des Invalides, qui est une cour magistrale historique et qui est un lieu de mémoire pour les soldats. Et puis dans la vie de tous les jours, les activités militaires sont telles que nous avons notamment en opération des blessés physiques ou des blessés psychiques, et je dispose de cellules d'aide et d'accompagnement aux blessés pour chacune des armées. Et nous faisons en sorte d'accompagner ces familles, d'accompagner ces blessés pour qu'ils se reconstruisent, puis qu'ils puissent reprendre le travail quand c'est possible, ou qu'on puisse les réaccompagner par la réhabilitation, par l'activité sportive d'une part. Nous avons débuté il y a 2 jours les Jeux paralympiques, et donc il y a un bon nombre de militaires qui concourent lors des Jeux paralympiques. On en a aussi dans les Jeux olympiques, mais il y en a beaucoup plus dans les Jeux paralympiques, dans la délégation française. Et donc les réhabilitations se font traditionnellement par le sport ou par la reprise d'activités professionnelles. Et pour terminer mes responsabilités, je suis également responsable du fonctionnement de ce site où nous sommes aujourd'hui,
qui est l'Hôtel National des Invalides, qui est une ville dans la ville, au cœur du 7e arrondissement de Paris, où vivent et travaillent un certain nombre d'autorités ou d'organismes, parmi lesquels des musées, 3 grands musées, le musée de l'armée, qui est le plus connu, le musée des plans reliefs, avec des maquettes d'époque, et puis également le musée de l'Ordre de la Libération créé par le général de Gaulle. Voilà le panel le plus rapidement posé de toutes mes responsabilités, donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez divers et d'assez dense dans la vie de tous les jours. Je vois ça, vous avez plutôt bien décrit vos 4 principales missions. Et par rapport à cela, je voulais vous demander également, donc sans bien entendu vous demander de trahir le secret défense, quelles sont vos principales préoccupations récurrentes au sein de ces missions? Alors ma préoccupation de tous les jours, c'est bien sûr le contexte sécuritaire, mais c'est une préoccupation que je partage avec les autorités du ministère de l'Intérieur, et notamment la préfecture de police de Paris. Il s'agit d'être au rendez-vous, à travers l'opération Sentinelle que je citais tout à l'heure, d'être au rendez-vous finalement de la protection de nos concitoyens. La mission Sentinelle, c'est une mission de lutte contre le terrorisme. Donc notre mission, c'est de faire en sorte que les conditions d'un passage à l'acte terroriste ne puissent pas se présenter, c'est-à-dire concrètement que nous soyons le plus dissuasifs possible dans l'exercice de notre mission, en appui des policiers et des gendarmes. Donc ça, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation d'autant plus importante qu'à Paris, nous sommes au cœur de la capitale, c'est le centre de pouvoir, des pouvoirs. Il y a des bâtiments de l'État français où le gouvernement y travaille, on a des monuments qui sont prestigieux, et donc c'est autant d'endroits qui sont potentiellement des cibles terroristes et des cibles symboliques. L'autre préoccupation, c'est bien sûr au quotidien de faire en sorte que les gens travaillent dans des conditions les plus satisfaisantes et puissent avoir les moyens de réaliser leur mission. En effet, donc c'est la sécurité à maintenir autour de l'Île-de-France. Je voulais maintenant vous poser une question par rapport au recrutement. La mention aujourd'hui d'une expérience militaire est clairement perçue comme très positive par les recruteurs. Et donc est-ce que vous ressentez cet impact positif dans la tâche de l'armée par rapport au recrutement? Alors oui, le recrutement dans les armées, puisque toutes les armées recrutent, c'est un enjeu stratégique, puisque depuis que la conscription est arrêtée, finalement, ne viennent dans les armées que des gens qui ont envie d'y venir, ne viennent que ceux qui ont envie, et donc les actions que nous conduisons en matière de recrutement sont des actions stratégiques, parce que sans ressources humaines, il n'y a aucune perspective de réalisation des missions. Le recrutement annuel dans les armées est très important. On oscille selon les années entre 25 000 et 30 000 jeunes de tout type, des gens qui n'ont aucun diplôme, jusqu'à des gens qui sont Bac+5 et au-delà, dans tout métier, dizaines de métiers, des métiers très opérationnels, très militaires, mais aussi des métiers très techniques, dans la cyberdéfense, dans la restauration, dans la maintenance du matériel, dans l'aéronautique, dans les ressources humaines, dans les métiers de la finance. Et bien cette perspective, ou en tout cas cet enjeu annuel de recrutement, dans le contexte d'aujourd'hui, pour répondre à votre question, bien la situation est plutôt satisfaisante, puisque les armées jouissent d'une réputation qui est plutôt favorable, et la crise sanitaire qui a débuté maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi, a montré, si besoin était, la capacité des armées à s'adapter, à être résilientes, et l'image des armées a été, je dirais, reconnue et facilitée par ce contexte-là. Pour autant, le métier de militaire, au sens générique du terme, est un métier particulièrement exigeant. Donc tous les gens ne peuvent, même si les gens ont de l'empathie vis-à-vis de la chose militaire, tout le monde ne passe pas à l'acte en signant un contrat d'engagement. Et aujourd'hui, nous arrivons dans le contexte qui est plutôt satisfaisant pour les armées à satisfaire nos besoins en recrutement. Mais c'est un enjeu et un défi qu'il faut relever chaque année, puisque nous sommes aussi en concurrence avec le monde de la sécurité, les policiers, les gendarmes, les douanes, la sécurité privée, etc., etc. Et que cela justifie que nous menions des campagnes de recrutement, que vous avez peut-être vues, télévisuelles, sur la radio, dans les rues, qui expliquent tout l'attrait de venir s'engager dans l'armée, quel que soit son profil, quelles que soient ses compétences, et ce que peut apporter
à un jeune Français l'engagement militaire. Maintenant, j'aimerais vous poser une question plus sur un autre sujet, mais par rapport à la création en cours du Grand Paris, qui, comme vous le savez, apporte de nombreuses modifications administratives sur le territoire de l'Île-de-France. Est-ce que donc ça entraîne aussi des nécessités d'adaptation sur le plan militaire? Alors le Grand Paris, pour nous, l'impact principal, c'est l'évolution du réseau de transport et la création de lignes qui vont au-delà de Paris Intramuros. Ça a des conséquences, parce que quand je vous disais qu'une de mes responsabilités, c'était de s'assurer que les quelques 50 000 ressortissants du ministère puissent vivre dans des conditions satisfaisantes, c'est travailler dans des conditions satisfaisantes, mais aussi vivre dans des conditions. Et donc, nous adaptons le stationnement, le positionnement de nos emprises militaires à l'évolution et aux grands projets de la place parisienne. Je vous prends plein d'exemples. On a un certain nombre d'organismes militaires sur le plateau de Satory, au-dessus de Versailles, qui est un plateau qui est un peu isolé. Et la perspective du projet de Grand Paris et le prolongement des lignes va rendre très facilement accessible cette zone-là. Et donc, par anticipation, nous valorisons ces emprises, nous développons de nouveaux organismes dans la perspective de l'arrivée de moyens de transport très efficaces et qui vont diminuer les délais et permettre aux gens d'aller travailler dans des meilleures conditions et puis peut-être aussi de s'installer, parce qu'il y a la question du travail, du lieu de travail, il y a aussi la question pour chacun d'entre nous du lieu où on vit et de la capacité qu'on a ou pas à minimiser les délais de transport entre son lieu de domicile et son lieu de travail. Ça aura un impact aussi sur l'opération Sentinelle? Alors, ça peut avoir un impact sur l'opération Sentinelle, parce que l'opération Sentinelle se caractérise par sa très grande dispersion. Les unités sont déployées un peu partout dans Paris et autour de Paris. Et les enjeux, c'est la capacité très rapide de réaction, et donc derrière ça, c'est la capacité de mobilité en cas d'événement grave. Donc la mobilité, il ne vous a pas échappé que plus le temps passe, plus il est difficile de circuler dans Paris. Et donc c'est un enjeu pour nous, pour les soldats sentinelles, d'être en capacité de se déplacer rapidement, et le cas échéant, ils peuvent être amenés à utiliser des moyens de transport. Et donc on intègre les capacités futures du projet Grand Paris dans les capacités de transport nouvelles pour dire il serait peut-être préférable de positionner des gens dans tel secteur parce que demain ça sera plus facile à partir de tel secteur de rallier le cœur de Paris par exemple. Donc maintenant j'aimerais vous poser une question plus par rapport un peu obligatoire presque à la crise sanitaire. Vous aviez dit que apparemment par rapport au recrutement ça n'avait pas eu un impact trop grave sur le recrutement. Mais est-ce qu'il y a eu tout de même des impacts spécifiques de cette crise dans les armées? Alors, les armées ont été touchées par la crise sanitaire, ne serait-ce que parce que nous sommes avant d'être des militaires, nous sommes des hommes et des femmes, et avec des familles. Et évidemment qu'il n'y a pas... on n'a pas les moyens, parce qu'on est militaire, de se protéger plus que les autres citoyens. Donc, comme toute grande organisation, les armées, le ministère des Armées, c'est 270 000 personnes, hommes et femmes, civils et militaires. Donc déjà, les premières mesures qui ont été prises, comme chez tout le monde, comme dans votre école, pour le chef d'établissement, c'est quelles sont les mesures que nous prenons pour préserver notre ressource, pour la protéger, elle, et les familles, et l'environnement immédiat. Donc on a dû s'adapter, mais avec une singularité, c'est que les armées, compte tenu de la nature de leur mission, ne peuvent pas s'arrêter. Et au contraire, nous sommes l'organisation par excellence qui doit être présent, qui doit être résilient au moment des crises. Et la crise sanitaire est une crise un peu inédite, d'une ampleur inédite, et qui, bien sûr, qui touche tout le monde, sa singularité, qui touche tout le monde, et deux, qui dure longtemps. C'est quand même des caractéristiques assez particulières. Donc nous avons pris des dispositions pour protéger nos personnels, pour autant, nous avons pris aussi des dispositions pour continuer nos missions, les missions régaliennes, par exemple les missions de conduite des opérations, loin du territoire national, en Afrique, au Moyen-Orient. On n'a pas dit c'est la crise sanitaire, on ne peut plus faire les missions. Donc on s'est donné les moyens de protéger nos personnels et leur environnement familial, tout en continuant les missions. Mais on n'a pas fait que ça. On a été sollicité à juste titre par le gouvernement pour contribuer avec nos moyens à l'aide à nos concitoyens.
Et donc le président de la République, le 15 mars 2020, donc il y a un peu plus d'un an, a déclenché une opération qui s'appelle Résilience. L'opération Résilience, ce sont des militaires qui interviennent et qui constituent la contribution des armées à l'action gouvernementale de lutte contre la Covid. Voilà. En quoi consiste la mission Résilience depuis 1 an et demi? Eh bien, ce sont des missions d'aide sanitaire. Donc on a créé le service de santé des armées a apporté sa contribution. Vous avez certainement entendu parler dans l'Est de la France de la création d'un module médical, militaire de réanimation, en appui des moyens civils. Nous le faisons encore aujourd'hui plutôt sur nos départements et territoires d'outre-mer, aux Antilles et en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française. Donc c'est toujours un sujet d'actualité. Et puis nous avons mené des actions logistiques, c'est-à-dire de transport de masques à une époque, de stockage de masques, de sécurisation, de transport d'accompagnement. Et puis depuis maintenant ce printemps, nous contribuons assez significativement aux actions, à la campagne de vaccination de l'État français, à travers notamment nos hôpitaux militaires. Et moi en Ile-de-France, il y a 2 hôpitaux, il y en a un à Clamart, l'hôpital Percy, et il y en a un à Saint-Mandé, qui est l'hôpital Bégin. Et ces 2 hôpitaux sur la région parisienne contribuent depuis le printemps dernier à la vaccination. Donc on a créé concrètement des vaccinodromes dans nos hôpitaux militaires, auxquels se rajoutent les moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, puisqu'ils ont activé des vaccinodromes, mais la brigade de sapeurs-pompiers sont des militaires de l'armée de terre. Donc vous voyez, les moyens en propre, plus les moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, et qui, au moment où je parle, sont toujours engagés dans des actions de vaccination au profit de nos concitoyens. Voilà. Donc on a continué à remplir nos missions, on a essayé, tant bien que mal, de protéger nos personnels et leur environnement immédiat et familial. Et puis bien sûr, on a, à travers la mission Résilience, apporté tout notre concours à la population française. D'accord, donc vous avez bien parlé de l'impact, mais aussi du rôle des forces armées durant cette crise. Maintenant, j'aimerais vous poser une question plus par rapport à votre ambition personnelle, finalement. Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur? Alors, j'ai plusieurs projets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est que nous soyons exemplaires et que nous allions toujours plus loin dans l'accompagnement des blessés, familles de décédés, parce que je considère que c'est l'honneur de la France. C'est l'honneur des armées, et compte tenu de mes responsabilités, c'est l'honneur de mes équipes, de faire en sorte qu'on puisse soutenir, toujours progresser, améliorer les conditions d'accompagnement, parce que nous leur devons à nos camarades. Voilà. Concrètement, ça consisterait en quoi? Eh bien, c'est obtenir, je mène des actions qui visent à générer des fonds, à travers du mécénat, des gens qui nous permettent de conduire des projets au profit des blessés, et des familles endeuillées, des orphelins, des veuves, comme ça. Donc ça se fait pas, ça nécessite des fonds, des financements, et donc je mobilise à travers des activités. Par exemple, nous avons déjà fait la 2e édition, nous avons créé un golf qui s'appelle Green et Solidarité. Donc on a monté un tournoi de golf, et les gens qui participent et qui paient leur contribution, contribuent finalement à obtenir des fonds que nous remettons à des organisations qui assistent les blessés, les familles endeuillées. Voilà. Donc moi je rends possible des activités de rayonnement, qui sont des fois des activités sportives, un tournoi de golf, et qui font que je vais au contact du monde entrepreneurial pour essayer de les convaincre de conduire à nos côtés des projets qui permettent de dégager des fonds. Alors, je disais que j'avais aussi, je n'avais pas qu'un comme point de préoccupation ou comme ambition. Il y en a un aussi qui nous occupe dès à présent, c'est d'être au rendez-vous des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, puisque même si 100% des épreuves ne vont pas se dérouler en Ile-de-France, la grande majorité, parce que la quasi-totalité des épreuves se dérouleront ici, et que les enjeux sécuritaires liés à cet événement planétaire sont importants. Et que nous préparons dès à présent les conditions de répartition des tâches et des rôles
entre les différents acteurs de sécurité pour que les armées jouent leur rôle, tout leur rôle et rien que leur rôle dans la contribution à la sécurisation de ces Jeux Olympiques qui vont générer sur 2 fois 15 jours Jeux Olympiques puis Jeux Paralympiques plusieurs millions de visiteurs sur Paris. Voilà, donc c'est un point de préoccupation particulier qui, même si c'est maintenant dans 3 ans, sur lequel nous sommes déjà mobilisés de façon très significative. Et donc, bien pour finir, j'aimerais vous poser une dernière question, cette fois-ci plus liée à l'univers étudiant finalement duquel je viens. En vous citant alors la ministre des Armées, Madame Florence Parly, qui dans un entretien pour Le Parisien disait, je cite, 39,2 milliards d'euros, c'est le 2e budget de l'État. Nous serons le premier recruteur de France en 2021. Nous embaucherons 26 700 jeunes, certains très qualifiés, d'autres sans qualification. Alors, ma question, tout simplement, que diriez-vous à des étudiants envisageant une carrière dans les forces armées aujourd'hui ? Venez tout simplement parce que ce que nous offrons à des jeunes, qu'ils soient étudiants, puisque c'est votre question, ou qu'ils soient simplement des bacheliers, voire des gens non diplômés, c'est que le militaire fait un métier extraordinaire, un métier noble, un métier au service de la population, un métier de générosité, un métier où on apprend la notion de l'effort collectif, on apprend la notion du dépassement de soi, du respect de soi, du respect de l'adversaire, et un métier où on acquiert du savoir-être. Et un métier où aussi, bien entendu, parce que c'est important de le dire, on acquiert aussi du savoir-faire, c'est-à-dire des compétences, à travers des actions de formation. Donc les gens qui viennent faire un contrat de 5 ans pour un militaire du rang, ou plus pour d'autres populations, c'est le passage par les armées valorise les individus, leur permet finalement de se nourrir, de s'élever aussi, de mûrir, et finalement de tirer le plus grand profit, et puis après éventuellement de rebondir en se réorientant sur d'autres activités, puisqu'on a bien entendu tous les militaires qui s'engagent n'ont pas vocation à faire l'ensemble de leur vie professionnelle 40 ans au sein des armées. On est comme tout système, on est un système qui est pyramidal. Il y a des gens qui restent très longtemps, et puis il y a des gens qui font un passage, qui est une véritable expérience professionnelle, et qui est une expérience professionnelle extrêmement valorisante. Donc c'est une institution qui respecte ses personnels, qui tente de les valoriser, de leur partager des valeurs fondamentales que je viens de rappeler. Donc je ne peux qu'encourager ceux qui veulent faire le pas de le faire et de concrétiser leurs souhaits par un vrai engagement. Bien, c'est sur ces belles paroles que nous terminons donc cet entretien. Encore une fois, je vous remercie mon général pour cet entretien. Valoriser, de leur partager des valeurs fondamentales que je viens de rappeler. Donc je ne peux qu'encourager ceux qui veulent faire le pas de le faire et de concrétiser leurs souhaits par un vrai engagement. Bien, c'est sur ces belles paroles que nous terminons donc cet entretien. Encore une fois, je vous remercie mon général pour cet entretien.